Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. L'invité de cette semaine est Bertrand Arpineau, gérant de Banquise Éditions. En 2015, il se lance dans l'édition de jeux après avoir travaillé dans le domaine de l'informatique. En 10 ans, 17 jeux familiaux ont déjà été édités, tels que Yokai, Temple Code, Inkit, Cachamot ou plus récemment Cocoons et Color Words. Avec Bertrand, nous avons eu une discussion très intéressante lors du sommet des jeux à Valmeinier en août dernier. Merci Bertrand de prendre du temps à Valmeinier là, pour se rencontrer entre deux randonnées, des soirées jeux, des bingos. Des tests de jeux, ouais, en plein de trucs en fait. C'est ça qui est cool à Valmeinier, c'est que c'est très différent en termes d'activités. On fait du jeu, on fait du sport, on fait des rencontres, on fait plein de trucs. Ouais, donc voilà, du coup on profite quand même de ces moments un peu plus calmes par rapport au festival où ça va dans tous les sens ou bien souvent pour se rencontrer. Donc c'est cool, merci et bienvenue sur le podcast. Merci à toi. Toi Bertrand, tu es arrivé comment dans le monde ludique, quand et comment? Ça va être une réponse en 2 temps, on va dire. J'ai toujours joué, on va dire, avec la famille, mais à des jeux traditionnels, tu vois, les petits chevaux, quand on était petit, 5, 6 ans, 7 ans, après la belote, le tarot, ce genre de trucs. J'aimais bien quand j'étais petit que j'avais un livre des jeux de société, c'est un livre, une sorte d'encyclopédie de tous les jeux de société qui existaient. C'est un vieux bouquin qui date des années 80, 90. Et je lisais ce bouquin avec tous les jeux que je voyais. Alors c'était souvent des variantes du Mahjong, du Go, enfin, tu vois, il y avait plein de trucs et je m'émerveillais de toutes les possibilités de jeux. C'est un souvenir d'enfance que j'ai assez fort. D'accord. On a joué, on va dire, depuis que je suis tout petit, je continue à jouer. Et à l'adolescence, il y a eu le phénomène Magic, il y a eu le phénomène où j'ai commencé à mettre le nez un peu plus dedans sur qu'est-ce que c'est un jeu de société, un jeu de cartes à collectionner. Et après, il y a eu une bascule, on va dire, à partir de 20 ans, où là, je me suis vraiment intéressé très, très fort à qu'est-ce que c'est le jeu de société, comment on les fait, et j'étais passionné de ça, et j'en ai fait mon métier. À l'époque, tu avais des joueurs autour de toi aussi, au lycée ou dans les amis proches? Non, pas trop, non. Moi, j'étais, alors, tu sais, quand t'es au lycée, t'as un peu, ou même au collège, t'as un peu les classes, enfin les catégories, et moi, j'étais plutôt la catégorie du sportif. J'étais le sportif, mon sport, c'était le volley, et on faisait beaucoup de volley, j'en faisais 20 heures par semaine, et c'était vraiment mon truc. Mais c'est intensif, ouais. Oui, c'était assez intensif, et du coup, je regardais ce truc des joueurs de Magic, tu vois, dont je te parlais, et moi j'adorais ça. Je disais, oh, mais c'est trop cool ce que vous allez faire. Mais à l'époque où moi j'étais jeune, les jeux de rôle, c'était pas très bien vu. Le jeu de société, c'était pas très bien vu. Et pour moi, c'était plus important de m'intégrer au système que vraiment faire des choses que j'aimais. C'était encore un peu le truc des geeks ouais, exactement. dans leur coin. Ouais, moi je suis né en 81, donc quand j'avais. Je te laisse faire les calculs, je vais pas les faire. Ouais, je suis né en 79, donc voilà, je l'ai fait bien. On a eu à peu près la même enfance. Et j'avais ce truc dont on m'a toujours dit, oui, mais tu verras quand tu seras grand, ça va te passer. Et moi, c'est un truc qui m'est assez resté dans mon éducation. C'est-à-dire, non, mais là, t'aimes bien les jeux vidéo, t'aimes bien les jeux de société, mais tu vas grandir et quand tu seras grand, tu feras autre chose. Sauf que j'ai toujours adoré les jeux vidéo, j'ai toujours adoré les jeux de société et c'est jamais parti en fait. Donc, il y avait ce truc un peu contre nature où je regardais ça d'un œil qui m'attirait énormément, mais je voulais pas trop y aller pour garder ce statut social du sportif. Tu vois, c'est un peu ce truc des enjeux de pouvoir de lycéens et collégiens. Ouais. Et c'est quoi? C'est plutôt après à la fac où on se libère de ça? Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Ouais. Quand tu deviens plus adulte, entre guillemets, tu te construis vraiment en disant, moi, en fait, ce que j'aime, c'est ça. Donc, je vais juste faire ce que j'aime et arrêter de faire des trucs pour les autres ou pour le regard des autres. Même si c'est encore aujourd'hui très compliqué de se détacher de ça. Mais oui, ça a été plus ça. Déjà, trouver des gens qui étaient un peu dans le même mood, trouver des gens avec qui jouer, qui pouvaient partager et tout simplement, ouais, trouver du monde. Et quels sont, à part Magic, finalement, tes jeux un peu références à cette époque-là? Au tout début, tu veux dire? Ouais. Ouais, alors moi j'ai un souvenir des Chevaliers de la Table Ronde qui a été une de mes portes d'entrée où je rentre dans une boutique de jeux, tu vois, vraiment au sens, c'était Warhammer. J'ai pas mal joué à Warhammer 40 000, les jeux de figurines. Tu faisais de la peinture aussi? Je faisais de la peinture aussi, j'ai pas mal joué, donc on disait à Magic, aux jeux de cartes à collectionner, mais en termes de jeux de plateau, pour moi, ouais, c'était les Chevaliers de la Table Ronde où j'ai, on va dire, pris une claque en disant, ah ouais, les jeux, ça peut aussi être ça. Il y avait ce truc du traître, il y avait ce truc des collections, de ce semi-coopératif. Moi, ça m'a ramené à une dimension en disant, waouh, mais c'est trop bien, ça peut être ça. Après, c'était un peu trop complexe, on va dire, par rapport à une porte d'entrée. Mais j'avais déjà un petit bagage, donc c'était accessible quand même pour moi. Ok. Et alors, donc, en faisant quelques recherches, j'ai vu que tu travaillais plutôt dans l'informatique. Ouais, alors moi, comme beaucoup de gens de notre génération, j'ai eu plusieurs métiers et plusieurs vies. À la base, moi, j'ai une formation de prof de PS. J'ai fait STAPS pendant plusieurs années. J'ai fait des remplacements en tant que prof de PS pendant 2 ans,
qui m'ont fait comprendre que j'étais pas fait pour être prof de PS. Mhm. Je pense que prof, c'est vraiment une vocation. C'est si t'aimes ça, si t'aimes le rapport aux enfants, ça marche bien. Moi, le problème, c'est que je suis un peu hypersensible et que du coup, je ramenais tous les problèmes de tout le monde à la maison. D'accord. Et que quand je repartais avec les problèmes de tout le monde. Donc au bout d'un moment, ça a coincé et je me suis dit que j'étais pas fait pour ça. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai arrêté. Je me suis relancé dans une filiale, on va dire informatique, où j'ai travaillé dans les magasins boulangers à vendre des jeux vidéo, à vendre du DVD, à vendre de l'informatique, des portables. Je devrais bricoler. Mhm. J'ai fait ça pendant 2 ans et après j'ai monté un magasin d'informatique, vente, réparation, où je m'occupais surtout des TPE, c'est-à-dire des docteurs, des architectes qui avaient moins de 5 salariés parce qu'après ils avaient des services informatiques. Ouais, d'accord. Et je m'occupais de leur informatique, mais aussi des particuliers chez qui j'allais pour réparer. J'ai fait ça pendant 11 ans et j'en ai eu marre. Et du coup, j'ai monté Banquise Édition. Voilà, alors qu'est-ce qui te fait effectivement switcher en disant, allez, ouais, je me lance aussi dans le monde de l'édition. Ouais. T'avais des gens, tu connaissais déjà des gens un peu dans le milieu, tu avais des idées de jeu. Enfin, comment tu as fait la bascule en te disant, Ouais. allez, je me lance dans la création d'une maison d'édition? En fait, à la base, Banquise Édition, pour moi, c'est plus un moyen qu'un but. C'est-à-dire que je suis assez mal dans ma société d'informatique. Ça fait 10 ans que je fais ça, j'en ai fait le tour. Je veux en sortir. Et je me dis, si tu veux sortir de ça, il te faut autre chose. Et du coup, je me dis, un moyen de sortir de cette situation qui était plutôt problématique, c'est construire quelque chose d'autre. Donc, je me dis, j'adore les jeux de société. Je me dis, on va construire une maison d'édition. Et du coup, j'ai lancé ce projet plus comme un moyen de m'extraire de cette ancienne position Mhm. et m'en créer une nouvelle que vraiment en disant, Ouah, ça va être le but, je vais faire ça toute ma vie. C'était plus, on va faire ça pendant quelques temps, ça va être cool, ça va me permettre de On tente voir. l'expérience. C'est ça. Ok. Et au final, tu vois, ça fait 10 ans que Banquise est présent dans le paysage ludique et on continue. Donc, c'était un beau moyen et un but. Et on lance Banquise avec un jeu qui est de moi, qui est Dino Twist. Donc, ça a été mon premier et pour l'instant seul jeu. Donc, j'ai fait ce qu'on dit à tout le monde de ne pas faire, c'est lancer sa maison d'édition en tant qu'étant son propre auteur. On l'entend souvent parce que ça manque de recul, c'est ça. C'est ça. Je le fais à une époque du marché, il y a 10 ans. Donc le marché n'était pas le même, il était moins saturé, il y avait plus de place. Je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Enfin voilà, il y a tout un truc qui se met en route que ça match. Et à ce moment-là, tu ne montes pas tout seul, je crois. Tu travailles ça. avec Stéphane Escapa, En fait, on qui est était illustrateur. Hein, illustrateur, qui habite aussi proche de Lyon. Donc on est tous les deux, on se rencontre autour d'amis communs. Et moi, je lui parle de mon projet, de mon jeu qui s'appelle Dino Twist. Et lui, il me montre des illustrations. Il dit, mais c'est trop bien ce que tu fais. Stéphane, il est hyper talentueux. Et donc on dit, moi, je veux monter une maison d'édition. Est-ce que ça te botterait de le faire avec moi? Comme ça, t'apportes tout ton savoir de l'illustration. Et en plus, moi, j'ai quelqu'un avec qui discuter. Et on monte le truc à deux. Et du coup, on se lance à deux à créer Banquise Édition. Donc c'est 2014-2015 où on commence à faire des salons, à rencontrer des gens tous les deux et lancer la maison d'édition. Et Banquise Édition, pourquoi ce nom? Et parce que justement, on se rencontre avec Stéphane et on est en mode comment on pourrait appeler notre boîte. Tu vois, tu as ce truc de c'est quoi les champs du possible. En fait, on se connaissait pas vraiment avec Stéphane. On se rencontre un peu sur ce truc du jeu et on dit qu'est-ce que t'aimes bien? Moi j'adore Star Wars. Moi aussi j'adore Star Wars. On pourrait s'appeler Yoda. Ouais, non, quand même pas. C'est déjà déposé. Tatooine, tu vois, on partait dans des trucs un peu comme ça. Et au bout d'un moment, on parle des pingouins. Et je dis, moi, mon animal totem, c'est le manchot empereur. Il dit, moi, j'adore les pingouins aussi. Trop bien, on va s'appeler les pingouins volants. Mais non, voilà. Alors, les pingouins volants, c'est le nom d'un groupe de rock au Canada. Donc, on ne pouvait pas s'appeler comme ça. Donc, on est parti sur la banquise. Et on a mis 3 I et un Z pour que ça glisse sur la banquise, le côté dynamique. Ce qui, a posteriori, n'est pas une très bonne idée. Les référencements, ce genre de trucs. En fait, surtout quand tu parles à des gens et que tu donnes ton email, bonjour, c'est Bertrand @banquise. Alors, combien de I? Alors, 3. Alors, moi, j'en ai mis 2. Oui, mais il en faut 3. Mais c'est un S à la fin. Non, c'est un Z. Bref, il y a plein d'histoires de mails. Je vous ai envoyé un mail, j'ai jamais reçu. Combien de I vous avez mis? J'en ai mis 2. Bref, il en fallait 3. C'est comme quand David a lancé la chaîne YouTube, c'est tu joues quoi avec 3 points d'exclamation. Okay. Et j'ai dit, mais pourquoi? Mais pourquoi Pourquoi autant? Et en fait, après, c'est galère dans la com. Donc, ça va plus, ils disparaissent. Ouais. Oui, moi, je peux pas faire disparaître les I. Non. Au bout d'un moment, il faut qu'il reste quand même. Oui, forcément. Et alors, peux-tu me parler peut-être un peu de Dino Twist? Parce que même si c'est ton seul jeu, comment tu l'as imaginé et de quoi ça parle? Dino Twist, à la base, pareil, ça remonte à longtemps, parce que du coup, c'est à la création, donc ça remonte à 10 ans. Je le crée pour mon fils, parce que j'ai un fils qui aime bien les dinos, et je lui mets un peu de je vais dire des mathématiques, c'est un gros mot, mais voilà, c'est un peu de calcul mental à base de dinosaures, et je sors une toute première version où il fallait juste voir quel était ton chiffre, mettre un chiffre supérieur, récupérer des valeurs, et on construisait une main de cartes comme ça. Je sors 4 dinos qui sont les 4 familles de Magic, mais je mets des dinos à la place. Tu vois ce truc vraiment mais ultra basique. A posteriori, quand j'y pense, je fais il fallait vraiment pas faire ça. Tu t'éditerais aujourd'hui?
Ouais. Ah, Bonne question. Non, bah non, Dino Twist, c'est daté maintenant. ouais. En fait, il y a des mécaniques, la mécanique de révéler un événement à chaque tour, je trouve que c'est une mécanique qui est très datée, qui fait très dans son jus, donc non. Et en plus, je suis hyper difficile, donc non, jamais je médite. Mais voilà, pour répondre à la question à la base, je développe pour mon fils en disant, bah, on va jouer à ça ensemble, il aime bien les dinos, on propose le truc, et puis plus on fait des itérations, parce que le processus créatif, c'est vraiment, enfin moi, mon processus créatif, c'est vraiment des itérations, des itérations, des itérations. À force, on rencontre des gens. Sur Lyon, on a une grosse communauté, donc nous, on commence à faire des festivals, on va à Octogone, on rencontre des gens, des auteurs, des éditeurs. C'est là où je commence à me créer un cercle Mhm. de gens. Bah, je pense notamment à l'équipe Catch-Up que je rencontre à cette époque, parce qu'on se lance un peu près en même temps. Je commence à rencontrer Yoann Laurent de BlackRock, je commence à rencontrer plein de monde qui gravitent autour du jeu, et tout le monde me donne des petits conseils en disant bah, moi je pense que si, moi je pense que ça, et au fur et à mesure on évolue sur des versions qui vont donner le Dino Twist final. Mhm. Tu fais partie ou tu as fait partie de la cale Bien aussi? sûr, ouais, Ouais. ouais, bah oui, oui, oui. Alors après, moi je suis pas comme Florent Toscano qui lui est vraiment un membre fondateur de la cale et qui est là à la création. Je suis arrivé quelques temps après, hein. Mais j'y suis resté pendant très longtemps, et vraiment enfin Flo, enfin ouais, tout le cercle des auteurs, Oui, ils il y a un sont gros des vivier gens, hein, sur Lyon. tout à fait, et qui se développent de plus en plus entre éditeurs, auteurs, illustrateurs. Vraiment, il y a plein plein de gens, et c'est hyper. Alors moi, je suis à 1 heure de Lyon, donc je suis pas vraiment dans Lyon, ça me demande du temps pour y aller. Mais au moins, il y a des personnes ressources quand tu as besoin de faire quoi que ce soit. Mhm. Alors, quelle est la ligne éditoriale en fait de Banquise? Bah, c'est un peu compliqué. En fait, tu m'aurais posé la question il y a 2 3 ans, j'aurais eu une réponse hyper claire, hyper précise. Là, je t'avoue que maintenant, on recherche juste des jeux qui sont cool, quoi. Mhm. C'est quand même une gamme très familiale. On veut que les jeux soient accessibles à la famille. On va pas faire du jeu expert, on n'en a jamais fait. Même l'initié, c'est vraiment pas notre domaine. Mhm. On tente depuis très longtemps de faire du jeu pour enfants. Je trouve qu'on en serait plutôt bien sorti par rapport à la petite boîte que je suis. Mais le marché pour enfants, c'est vraiment très spécifique. Et là, on va arrêter le jeu pour enfants. Cocoon, c'était notre dernier jeu pour enfants qu'on a fait avec Wilfried et Marie-Fort et Julien C'est Griffon. plus familial quand même, Et c'est c'est pas ça. non plus très enfant. Exactement. Et, Cocoon, il est vraiment dans ce truc où tu es censé le commencer avec ton enfant de 6 ans qui va y jouer, et plus il va y jouer, il va grandir avec, et tu le ressors après et il y arrive, et plus ça va, mieux ça va. Mhm. Et c'est pour ça aussi que je me centre vraiment sur des expériences familiales. Enfin, moi, ce qui me drive dans le jeu, c'est qu'est-ce que les gens vont ressortir autour de la table, quelle est l'émotion qui va ressortir, voilà, qu'est-ce qu'on ressort de cette expérience ludique. C'est vraiment ça qui me drive. Donc, de dire vraiment, on fait des types de jeux, non, on fait tous les types de jeux qui semblent cool. Après, on va pas faire du jeu abstrait. Toi, comment tu sélectionnes en fait les jeux que tu édites justement? C'est un peu au coup de cœur, Je suis c'est hyper un chiant, type non, de c'est jeu. horrible. Moi, genre, vraiment, je n'aimerais pas, en tant qu'auteur, j'aimerais pas m'avoir en tant qu'éditeur, parce que vraiment, je suis très très difficile. En fait, c'est une sorte de, comment je le vois moi, c'est une sorte de porte de sortie. Ça veut dire quoi, une porte de sortie? C'est quand tu vas me présenter un truc, je vais chercher une porte de sortie. C'est-à-dire, je vais te dire, bah, je peux pas faire ce jeu parce que j'analyse tout ce qui est présent dans le jeu. Je vais dire, attention, il fait 45 minutes, moi je veux que des gens qui fassent 30 minutes. Hmm. Attention, ce jeu il se joue qu'à partir de 5 et 6 joueurs. Moi, je veux que ça se joue à partir de X joueurs, tu vois. Ok. Ou attention, cette mécanique, je trouve qu'elle est pas très bien à ce moment-là de la partie. Et en fait, je cherche tous les points négatifs des jeux. Je vais attaquer le truc comme ça par qu'est-ce que j'aime pas dans le jeu. Et au bout d'un moment, quand je vois que bah si j'ai pas de remarques négatives à faire dans le jeu, que je trouve que l'expérience est cool, que j'ai passé un bon moment, que j'en parle après, que je m'en souviens, que le lendemain, je dis, oh là là, on avait fait ça, c'était rigolo quand même, et tu te souviens, on avait fait ça. Là, ça marche. Mais ma vision, parce qu'on reçoit énormément de demandes de prototypes, on en reçoit trop, même par rapport à une petite boîte comme mes banquises, je tourne à une moyenne de 5 par semaine, je pense, à peu près. Ah oui, tu reçois 5 En moyenne, ouais. En sachant que quand t'as Cannes qui arrive, ça se multiplie, et des Sans fois... compter les rendez-vous aussi. Ouais, c'est ça. Mais des fois, là, l'été, on est un peu plus tranquille. Mais bon, bref, beaucoup de gens nous proposent, et ils ont raison, ils ont plein d'idées. Mais moi, enfin, c'est rare que je dise oui. Même 99% du temps, je dis non. Hmm. Et quand j'analyse, je dis bah oui, mais ça ne marche pas pour Banquise parce que c'est trop faible, ou il y a un trop faible potentiel, ou parce que j'y crois pas. Oui, il faut ressentir aussi bien sûr les choses. Mm. Et puis peut-être aussi, j'imagine qu'après, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu as besoin de voir peut-être la personne pour en échanger, pour voir si humainement ça peut passer. Parce que j'imagine que c'est pareil, c'est un travail qui va être long après de développer, de travailler ensemble. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte aussi, j'imagine. Ouais, bah à fond, enfin 200%, hein. C'est-à-dire que c'est un travail qui peut durer 3 ans, c'est un travail qui peut durer 1 an, ça durera, enfin, dans mon expérience, ça n'a jamais duré moins d'1 an. Ça pourrait, hein, en mode tout va bien, très bien, on lance les élus, dans 6 mois il est prêt, mais j'y crois pas trop. Mm. Enfin, c'est possible. Mais oui,
En fait, il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler parce que je les trouve trop cool et je les connais et je sais qu'humainement on match bien et qu'on a des choses à se dire et en commun et que ça va bien se passer dans la relation humaine. Moi, encore une fois, je suis une toute petite boîte où je travaille de chez moi. J'ai pas envie de passer ma journée à faire des calls ou des visios avec des gens que j'ai pas envie de voir en disant oh là là, à 9h, il y a machin, oh mon Dieu, comment ça va se passer, tu vois. Évidemment, ouais. Voilà, j'ai envie d'arriver devant le PC en disant allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Même si malheureusement dans mon travail, je fais énormément de travail de dirigeant, on va dire, de logistique au sens où il faut faire tourner la boîte et très très peu de game design. Enfin, si je devais rationaliser mon temps, je passe du temps à gérer une société en fait et je passe très peu de temps à faire l'édito. Alors justement, j'allais te demander, Banquise Édition, c'est toi. Alors tu as une équipe quand même hein, de freelance, hein, je crois, tu travailles avec des freelances. En gros, voilà, avec qui tu travailles, quel type de profession et quelles sont toi tes missions au quotidien? Ouais, en fait, il y a plusieurs années de ça, on a eu un rendez-vous avec le comptable qui nous a dit bah là, Banquise, c'est bien. Enfin, j'ai eu un rendez-vous avec le comptable. À chaque fois, je dis on parce que justement, on est plusieurs, mais c'est vrai que Ouais. l'entité, je suis tout seul. Mais j'ai eu un rendez-vous avec le comptable qui a dit bah là, ça tourne bien, on peut embaucher quelqu'un. Et j'ai fait le choix de lui dire bah plutôt qu'embaucher quelqu'un qui va tout faire, qui est le fameux couteau suisse que j'étais déjà. C'est-à-dire qu'avant, bah, je faisais tout seul parce que j'étais tout seul, mais je le faisais très moyennement. Mhm. Je préfère embaucher des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine. Donc, je travaille avec Mathieu Bonin, qui est responsable communication marketing, qui travaille déjà avec Catch Up Game, qui travaille aussi pour DICE, qui a travaillé avant pour Yellow, qui est un vieux de la vieille du monde ludique, qui connaît plein de choses et qui est assez pertinent dans ce qu'il fait. Bah c'est l'interview que j'ai faite à Cannes. Trop bien. Ouais, je l'ai interviewé à Cannes, donc vous pouvez aller écouter l'épisode pour connaître un peu plus son métier. Et tu verras qu'à la fin du podcast, je te demanderai qui pourrait interviewer dans le milieu ludique. Et Mathieu m'a proposé ton nom. D'accord, donc je le remercierai alors quand je le verrai. Mais oui, lui, c'est vraiment une des personnes qui est importante dans le temps de travail des prestataires. Après, on a Nicolas Aubry, Synergy Game, qui lui va gérer toute la partie production. Donc, il va gérer la communication avec les usines, il va gérer le transport, il va gérer les frais de douane, enfin tout ce qui est... Logistique. Ouais, tout ça, ouais. Quand est-ce que ça arrive à l'entrepôt, quel bateau ça a pris, quel problème de prod on a sur ce jeu, quel intérieur on va mettre pour quel jeu. Des fois, je viens avec des questions en disant, bah Nico, là, pour donner un exemple concret, on travaille sur un jeu avec un pont. Et du coup, on est en train de designer, et on a designé un jeu dans lequel il y a un vrai pont à l'intérieur, et on construit un pont, et les aventuriers sont sur le pont. Mhm. Et donc, il y a eu un gros travail avec l'usine de bah, comment on fait un pont, en fait, tu vois. Et ça, c'est lui qui m'a aidé en disant, bah, je pense qu'on pourrait mettre tel type de matériel pour faire les planches du pont, on pourrait faire comme ci, comme ça. Mhm. Il m'aide énormément à trouver des solutions pour produire les jeux et aussi pour les acheminer, parce qu'on produit en Chine. C'est un changement qui a été opéré il y a 4 ans. Quand on lance Banquise Édition, on est un peu naïf et on se dit bah, on va faire que du Made in France. On se rend compte très très vite que malheureusement ça va pas être possible. Mhm. On s'oriente sur l'Europe et on dit bah, nous on veut rester en Europe et jamais on bougera d'Europe. Ça c'était la partie avec Stéphane. Je crois que c'est une question de coût, mais pas seulement. C'est parfois des choses qui techniquement peuvent pas être faites. Exactement. Enfin, c'est ça, on a des entreprises qui font pas simplement. C'est ça, tout à fait. Bah, c'est une question de savoir-faire et de coût. C'est-à-dire que bah, l'Europe, ça va être plus cher, mais aussi des fois, ils ne sont pas capables de faire des trucs. Donc, j'ai tout basculé mes prods en Chine, même si ça m'a fait mal. Mais économiquement, c'est là où bah, je me suis rendu compte que c'était intéressant pour moi et que j'arrivais à produire des meilleurs jeux de meilleure qualité. Mhm. Après, évidemment que si on fait un petit jeu de cartes à 55 cartes, on va faire en Europe parce qu'on n'a pas besoin d'aller en Chine. Mais souvent, dans les jeux banquises, on va mettre, bah là, je pense à Inkit avec les tampons, je pense à Cocoon avec les boîtes, je pense à Archimoldo avec les pièces magnétiques. Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'on aurait été incapable de faire en Europe. Donc, il y a la partie aussi communication avec la Chine et comment ça arrive de Chine en bateau et de comment faire que les bateaux soient optimisés pour avoir des conteneurs qui soient le plus chargés possible. Et Nicolas Aubry, du coup, lui, c'est un freelance ou Tout à c'est fait, une ouais. société Ouais, et, il bosse avec pas mal d'éditeurs. Donc là, il a pas mal d'heures chez Banquise parce que c'est vrai qu'on bosse énormément et on fait pas mal de prod chez lui, mais il a plein d'autres éditeurs à qui il alloue du temps. Je pense à Studio H, je pense à plein de gens. Il bosse aussi avec donc Panic Games, je bosse avec beaucoup de monde. Ouais. Ok. Donc là, du coup, on a Mathieu à la com, Nicolas sur la production. C'est ça. Et après, j'ai 2 graphistes de référence qui sont Jérôme Soleil et Alexis Van Mierbeek. Alexis travaillait avant chez Repoprod et Jérôme Soleil est plus, lui, dans la partie, on va dire, il travaille avec des musées, des agglomérations, enfin, quelque chose de plus grand public. D'accord. Et pour moi, c'est 2 personnes très différentes. Jérôme est plus dans l'aspect créatif. C'est lui qui a fait le design de Inkit, de Color World, de Cachamo. On a des produits qui sont très grand
public. Il est auteur également. Il est auteur Sa également, femme, bien ouais. sûr, tout à fait, avec sa femme Émilie, et ils ont fait des jeux pour enfants, d'ailleurs, Opération Noisette, si je dis pas de Oui, bêtises. qui a remporté l'As tout à fait. d'or, ouais. Donc, c'est des gens qui sont adorables tous les deux, et vraiment, je passe des très bons moments, mais on a des processus créatifs qui sont très longs avec Jérôme, beaucoup d'itérations aussi, je parlais en termes de créa. Et donc, je le mets sur des projets très spéciaux, là où Alexis va venir sur des projets aussi très spéciaux, mais plus axés boutique XP. Alexis, il est vraiment top, il est très carré sur est-ce que le fichier il correspond aux normes de colorimétrie par rapport à l'usine? Est-ce que tu as vu que ça, c'est bien le bon débord par rapport aux découpes de la carte? Est-ce que tu t'es pas trompé dans attends, là ta règle elle est pas claire, viens on met ça, ton dos de boîte, ça marche pas vraiment. Bref. Ok. J'adore travailler avec ces deux personnes et ils sont très pertinents dans leur domaine. Donc voilà, il y a deux graphistes, mais leurs temps sont assez anecdotiques parce que c'est plus des projets. C'est-à-dire que j'ai un gros projet, ça va prendre beaucoup de temps à Alexis ou Jérôme, mais une fois que le projet il est terminé, il est terminé. Alors que Mathieu et Nico, on est plus dans un travail de fond, de roulement où tout le temps on s'appelle. Oui, parce que finalement, il y a toujours besoin de com, il y a toujours besoin de produire. Exactement. Ok. Et la dernière personne, c'est Mathieu Rivero qui lui va s'occuper de tout ce qui est traduction. Traduction D'accord. anglaise, mais aussi écriture de texte. Et aussi des fois, même en termes de game design, c'est-à-dire que je vais lui montrer des jeux en disant tiens, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses? Je vais de temps en temps sur Lyon pour aller voir Seb et Clément de Catch Up Games, qui sont dans les mêmes bureaux que Mathieu Bonin, Christine Alcouf et Mathieu Rivero. Et on est tous ensemble et ça m'arrive une fois par mois. Alors ça dépend des périodes, des fois j'y vais plus, des fois j'y vais moins. Et d'y aller, de leur montrer mes projets, de dire alors qu'est-ce que vous en pensez? De se faire des réunions de travail. Voilà. Donc c'est un groupe qui me permet quand même de ne pas être toujours tout seul à la maison. C'est assez rassurant d'avoir ces personnes si jamais j'ai besoin. Vous montrez vos projets respectifs, du coup, entre Catch Up et Banquise. Ouais, énormément. Ouais. On est assez proches. En même temps, on s'est monté un peu pareil. On est dans la même région. On fait tous les festivals ensemble. On s'appelle énormément. Enfin voilà, on essaie de... Même si, évidemment, eux, ils ont un succès qui est planétaire. Enfin, planétaire. Il y a un énorme succès. Le Banquise a été plus modeste, mais... Oui, on échange énormément. Et après, il y a toute la sauce de jeu des Ludochons qui est à Bourgoin-Jallieu, qui m'aide aussi pour mes playtests. C'est des gens avec qui j'ai grandi en termes de jeux de société. Il y a les levées chez Ludochons. Exactement. Il y a Suzel également. Qui est là. Ouais. Donc, il y a même d'autres personnes du monde ludique. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui gravitent autour de ça. Ce qui te permet de playtester aussi, justement, les Ouais. protos, Alors, ce que tu récupères pour quand tu hésites peut-être à faire tel ou tel jeu, tu fais tester, ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'est un peu la partie difficile pour moi, c'est qu'à la base, les Ludochons, c'est des potes et c'est aussi ma soirée jeu et enfin, il y a eu un glissement qui s'est opéré au fur et à mesure des années où ma soirée jeu du jeudi soir, elle s'est transformée à ma soirée de boulot du jeudi soir où je faisais tester mes protos et je venais plus pour jouer en fait. D'accord. Donc ça, c'est un peu difficile, on va dire, mais c'est ce truc du travail passion, tu vois, à quel moment Où sont les frontières? Ouais, à quel moment tu travailles, à quel moment tu travailles pas. Et malheureusement, je travaille déjà énormément. Et c'est vrai que de dire, allez, c'est jeudi soir, on va se refaire une séance de proto. Voilà, je suis moins présent à la sauce de jeu, on va dire, ces dernières années. Et alors justement, à quoi ressemblent un peu tes journées? Parce que quelles sont tes missions quotidiennes? Du coup, ça va être du traitement de mail. Tu vois, le truc hyper fun, génial, hein, mais non, mais je passe ma journée à ça. Je suis un peu le chef d'orchestre. C'est-à-dire que je vais, tu vois, on parlait de Mathieu Bonin, je vais l'appeler, je vais dire, tiens, on en est où pour la com, le plan marketing, on a fait ça. Tiens, t'as vu, il y a machin qui m'a demandé pour une relance sur les réseaux. Bon, bref. Je vois avec Mathieu, ensuite je vais voir avec les graphistes en disant où est-ce qu'on est le projet, on doit envoyer les fichiers en prod pour temps. Et du coup, je vais voir Nico qui dit Nico, on a les fichiers pour temps, ça part en prod, quand est-ce que ça peut arriver? C'est des points d'étape très réguliers. De toute façon, c'est de la gestion de projet. Mon travail, c'est faire de la gestion de projet, être sûr que le projet il arrive à terme de manière correcte, en maîtrisant les coûts de production, en maîtrisant les coûts de création. Donc, je passe mon temps à faire des visios avec des gens en disant alors, où est-ce que ça en est? Qu'est-ce que tu fais? Que ça soit avec des auteurs, que ça soit avec mes prestataires ou que ce soit avec BlackRock, mon distributeur, je passe mon temps à faire ça. Comment s'est passé le choix du distributeur? Travailler avec BlackRock et finalement, est-ce que le distributeur a aussi son mot à dire sur les jeux, sur peut-être le tirage, le nombre de tirages, etc. Comment c'est le lien avec... Alors, l'histoire avec BlackRock, c'est que c'est depuis le début, Johan Laurent, qui est le fondateur, un des fondateurs de BlackRock, m'a fait confiance et a dit Dino Twist, on va le prendre chez BlackRock et on va le développer. Et en fait, j'ai grandi, on va dire, avec BlackRock. Donc le choix, c'est un choix historique. Ça a toujours été mon distributeur.
Et je partage énormément de valeurs de Johan et je partage énormément de valeurs de BlackRock et je me retrouve très bien dans cette famille de la BlackRock Family. Pour moi, c'est vraiment des gens avec qui j'ai grandi dans le métier de l'édition et je leur dois beaucoup. Et voilà, c'est vraiment une relation de confiance que je me vois difficilement remettre en question aujourd'hui. Donc c'est un choix historique, mais c'est aussi, à mon avis, un des meilleurs choix de distribution à l'heure actuelle. Quand tu regardes le marché de la distribution, BlackRock, ils sont vraiment en haut, en tout cas, de ce qui est possible d'avoir en France et même à l'étranger. Donc ça, c'est pour répondre à la partie historique. Maintenant, comment ça se passe dans le process de Nos choix de l'intervention jeu, ouais, c'est ça, éventuellement les choix de jeu, ou enfin les choix du nombre de tirages. Alors, en fait, BlackRock va avoir un avis. Je vais leur présenter un jeu, il va dire nous, on pense que ce jeu a du potentiel ou on pense que ce jeu n'a pas de potentiel. À partir de ce potentiel qu'il détecte, il dit écoute, si tu le fais, nous, on en prendrait X milliers. Et c'est à moi ensuite de faire la décision. Dire, je pense que BlackRock se trompe, ce jeu, ça va être un carton absolu. Je vais en produire plus que ce qu'ils n'en prennent. Ou je vais faire confiance à BlackRock, ils pensent que ça va pas très bien se vendre, du coup, je vais en produire moins. Ou ils pensent que ça va être nul, je vais pas le faire. Mais le choix me revient toujours à moi. C'est-à-dire que c'est vraiment moi qui prends. Mais évidemment que je vais être plus en confiance quand toute l'équipe commerciale derrière BlackRock me dit mais ça va être génial, ça va être un carton, on va en vendre plein, que quand tout le monde me dit attention, c'est un petit peu compliqué. Oui, parce que j'imagine qu'ils ont aussi ce regard ils savent ce qui va sortir, tous les jeux qui sortent ou justement la tendance un peu, et peut-être on va dire attention, ce jeu-là, on va avoir un peu le même style, je sais pas, dans 6 mois. J'imagine que là-dessus, c'est important aussi d'avoir ces retours-là. Ouais, et peut-être sur un choix de date de sortie aussi, tout bêtement. Oui, alors ça, c'est des trucs qu'on discute surtout dans les plans marketing. C'est la date de sortie, c'est aussi par rapport au plan marketing, par rapport au timing de sortie. Est-ce que c'est un jeu de l'été? Est-ce que c'est un jeu de la fin d'année? Par rapport au planning de production-livraison. Enfin, tu vois, c'est plein d'éléments qui s'interconnectent les uns les autres et il faut tout maîtriser. Mais après, il y a un truc, c'est que personne n'a de vérité absolue et qu'on est tous un peu dans le brouillard à essayer de sentir le vent à droite à gauche en disant je pense que ça va être cool, mais des fois, c'est pas cool. Et, oui, bien sûr, on n'a jamais la science infuse. Donc, des fois, il faut savoir se faire confiance, mais il faut savoir aussi écouter les autres. Moi, je suis quelqu'un qui est plus tendance à écouter les autres que vraiment se faire confiance, à faire des gros coups de poker. Pour l'instant, ça m'a plutôt bien réussi. On verra ce que ça donnera sur long terme. Mais la relation, elle est relativement saine avec BlackRock dans le sens où elle est importante parce que c'est eux qui vont donner une estimation, mais c'est pas eux non plus qui vont donner le verdict final. D'accord. Et alors, comme Mathieu, effectivement, gère plutôt la com, j'imagine, direction publique, le distributeur, BlackRock, lui, va gérer tout l'aspect communication auprès des boutiques. C'est comme ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand on fait de la com un peu dans les deux sens. C'est le fameux B2B, B2C. Est-ce qu'on communique auprès du public ou est-ce qu'on communique auprès des professionnels à qui on vend? Nous, on fait un peu de marketing aussi pour les boutiques, mais c'est vrai que BlackRock assure la plus grande partie de la communication boutique. Mais on essaye de faire un peu les deux et surtout, ce qu'on essaie, c'est de leur donner les outils. C'est-à-dire que c'est nous qui allons créer des vidéos spécialisées, c'est nous qui allons créer des formats spécialisés, des messages spécialisés sur le jeu, de comment il faut le présenter, comment il faut le vendre, qu'est-ce qui fait que ce jeu est bien et qu'il mérite sa place dans les boutiques. Ça, c'est nous qui essayons de le construire. Ok, donc c'est l'argumentaire, il est fait par toi et Mathieu. En fait, on essaye de donner tous les outils possibles à BlackRock et après, BlackRock fait très bien son travail. Eux aussi, de leur côté, ils essayent de créer leurs propres outils, mais ils ont besoin d'une base que nous, on crée. D'accord. Du coup, on parlait de tirage, etc. Comment toi, tu vas déterminer un tirage justement de boîte, un premier tirage du moins? Parce que j'imagine qu'il y a forcément le rapport coût aussi de production. Ça va dépendre de la cible. Tu vois, est-ce que c'est une cible qu'on estime large ou est-ce que c'est une cible qu'on estime plus petite? Cette discussion qu'on avait avec BlackRock, comme tu disais, qui lui va dire moi j'en prends X 1000. De toute façon, nous, quand je regarde les 3 dernières années, on n'a jamais lancé une production en dessous de 5000. Je ne crois pas. Mais des fois, on va en lancer 8, des fois, on va en lancer 12. Et ça, c'est que du potentiel dont on discute avec BlackRock et qu'on dit, ça, on y croit. Est-ce que déjà, on a la France, le Canada, la Belgique qui nous suit? Est-ce qu'à l'export, on pense qu'il va y avoir aussi du potentiel? Parce qu'on a la partie France qui est importante, mais aussi on a toute la partie export, c'est-à-dire tous les autres pays qui vont venir se grouper dans les présentations BlackRock. Et des fois, ça représente 70% du chiffre d'affaires qui est généré par le jeu. Il est généré en dehors de la France parce que les partenaires ont bien apprécié le jeu et l'ont suivi. Donc la quantité, ça se décide avec BlackRock. Ouais. Ok. Sur à peu près une vingtaine de jeux édités. Peut-être total sûrement. À peu près ça. Enfin, quel est le plus gros succès en termes de vente et même à l'international? Moi, ça reste Yokai à l'heure actuelle. Yokai, c'est un jeu coopératif de Julien Griffon, illustré par Christine Alcouf, qui marche très très bien. On en vend à peu près
4 à 6 000 tous les ans. Ok. Et pourtant, à l'international, il est arrivé en plein Covid, il s'est pris le Covid en pleine face. Donc malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance par rapport à ça, mais ça reste aujourd'hui 80 000 unités, toutes ventes confondues, ce qui est cool, hein. Après, là, on a d'autres titres qui commencent à s'installer, qui vont peut-être le pousser, mais pour l'instant, ça reste notre plus grosse vente. Ok. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il dure, parce que Ouais, c'est c'est souvent là, dans la période ça actuelle, qui on est se cool. doute bien qu'un jeu, quand il Oui. dépasse un an, c'est plutôt bien. Ouais, et justement, là, on relance une nouvelle édition sur la fin d'année où on a refait une boîte de yokai, qui est exactement la même boîte de yokai, les mêmes illustrations, mais on a rajouté une mini-extension à l'intérieur qui permet de renouveler un peu le gameplay. Et alors après, comment tu détermines, j'ai vu, enfin, il y a notamment une gamme logique Ouais. avec Il le levait. avec Johan Levet. Comment ça s'est né, ça, par exemple, se dire, bon, tiens, je vais créer une gamme de jeux. C'est une opportunité, c'est une rencontre, c'est... Ouais, Johan, comme on disait, on est on est avec les lieux d'Auchon, on se croise énormément, on est un peu dans la même région, donc on échange énormément. Et un jour, Johan me présente parce qu'il a toujours plein de prototypes, et il présentait ces trucs de logique, et je trouvais ça génial. Parce que moi, j'adore ça. Ça faisait un peu comme dans les magazines de l'été où tu as le petit jeu de réflexion, sauf que là, c'était en 3D avec les vrais matériels, et c'était génial. Ça s'est fait comme ça, la rencontre avec Johan, en disant, moi, j'ai plein d'idées de logique, est-ce que ça te dirait qu'on le fasse? Moi, j'ai dit, mais je trouve ça trop cool, c'est trop bien. Viens, on le fait. Après, il disait, ouais, mais j'ai pas mal d'éditeurs qui sont un peu frileux parce que c'est en face de Smart, qui est un gros acteur du marché. J'ai fait, viens, on essaye et puis on voit ce que ça donne. Et ça s'est vraiment lancé comme ça. Il y a à peu près 4 jeux, je crois. 4 jeux pour 4 jeux, l'instant, hein. ouais, tout à fait. Il y en aurait d'autres à venir éventuellement, ou... Alors pour l'instant, non. On voit déjà ce que ça donne en termes de chiffres global. Et tu vois, qu'on parlait de yokai, est-ce que ça s'installe, est-ce que ça s'installe pas? Pour l'instant, on est très content des ventes et ça se développe bien, mais on veut voir si vraiment ça prend ou si on arrête. Du coup, à partir de combien de boîtes vendues, alors je sais pas si ça se compte comme ça, mais qu'un jeu est considéré pour toi comme un succès, comme un jeu qui marche? Ça se calcule en fait, tu as tes frais, c'est-à-dire que tu sais combien tu as payé d'illustration, tu sais combien tu vas donner à l'auteur, tu sais que ton budget marketing, c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires qui va être réalisé, et tu fais ton tableau Excel, et à la fin, on te dit, là, tu as perdu de l'argent, là, tu as gagné de l'argent. Donc, ça dépend des jeux. Mais en gros, moi, ce que j'estime, c'est que je vais faire entre 3 et 5 jeux par an. C'est ma moyenne, je fais entre 3 et 5 jeux par an, et je voudrais que chaque jeu fasse entre 15 et 20 000. Et si je fais ça, la boîte, elle tourne bien et j'arrive à payer tous mes prestats. On avait fait un compte avec le comptable, c'est un peu une redondance, mais on en avait discuté avec le comptable il y a 2 ans de ça. Il m'avait dit, écoute, si on enlève ton salaire et que tu vends 40 000 boîtes à l'année d'un jeu à 20 €, la société, elle tourne. C'est-à-dire que... Mais ça veut dire quoi une société qui tourne? Ça veut rien dire. Ça veut dire tu es présent à Essen, tu es présent à Cannes, tu as un stand, tu es visible, tu fais du marketing, tu payes tous tes prestats hors de mon salaire. C'est-à-dire, moi, je ne me paye pas. Mais juste, la société, elle existe, elle fait 3 jeux par an et elle continue de rouler comme elle roule. Donc ça, c'est 40 000 boîtes à l'année. Oui. Et donc après, si moi, je veux vivre, c'est-à-dire payer mon logement, que mes enfants mangent, il faut vendre plus de boîtes que ça. Ok. Oui, mais ça donne une bonne vision. Mais c'est vrai que du coup, toi, ça t'oblige en tout cas à sortir 3-4 jeux par an. Ouais. Si t'en ferais moins, par exemple, si t'en faisais un par an, ce serait pas viable. C'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf, en fait. Mathieu Despnous qui dit toujours, mais arrêtez de sortir 7 jeux par an et ne sortez qu'un seul jeu par an et faites-en 50 000, 100 000, 200 000 et vous verrez que ça va beaucoup mieux. Et je suis d'accord avec lui, il a raison, et Mathieu, c'est un exemple. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas le droit à l'échec. C'est que si sur ces fameux 3 jeux que je sors par an, il y en a un, tu vois, il fait 15 000, l'autre, il fait, on va dire, 10 000, et que l'autre, il fait 0. Alors, on fait jamais 0. 0, ça n'existe pas, mais s'il fait 2000, et là, je perds de l'argent, en fait. Parce que moi, j'en ai produit 5000, j'en ai vendu 2000, il en reste 3000 dans la nature, dont on ne sait pas quoi faire. Oui, et puis Cocktail Games peut se permettre, il a des longs sellers. Je pense que c'est pareil. On en parlait aussi qu'un auteur qui peut se permettre de devenir auteur à temps plein quand il a un long seller. Donc, j'imagine que c'est la même chose, en fait. C'est ça. En fait, le métier de l'édition à l'heure actuelle, c'est combien d'échecs tu peux supporter. Voilà. Est-ce que, là, à l'heure actuelle, Banquise, ça marche plutôt bien. On a absorbé des échecs autour des différentes années, ça nous arrive, il y a des jeux qui marchent moins bien, ok, ça arrive, on les a absorbés, on est toujours là, mais c'est ça, c'est combien tu peux en enchaîner de suite qui ne marchent pas. C'est la vraie question. Après oui. Et alors, est-ce que justement aujourd'hui, c'est plus difficile pour une petite maison d'édition de s'en sortir avec la pléthore de jeux qui sortent justement, et des nouvelles maisons d'édition qui se montent, etc. En vrai, je sais pas. En une dizaine d'années, est-ce que toi, tu as vu cette évolution plutôt... Est-ce qu'au contraire, finalement, il y a de la place pour tout le monde et ce cercle est vertueux? Ou est-ce que ça peut être compliqué quand même pour certains? Alors, il y a 2 réponses à la question. C'est clairement compliqué. Ça fait 10 ans que je suis là, j'ai vu des gens se monter, des gens partir, et je vois qui arrivent et j'en vois qui partent. Et on voit que le secteur, il se durcifie de plus en plus. Ça, c'est un secret pour personne.
Donc le secteur, il est très difficile, mais tout le monde a le droit d'essayer, tu vois. Tu peux pas dire à quelqu'un, bah non, fais pas ça. Moi, je l'ai Bien sûr. fait, il y a aucun moment tu peux dire ça. Mais avoir une petite structure comme la mienne, c'est plus facile parce que c'est beaucoup plus malléable, en fait. Et là où tu as des gros qui ont des gros salaires parce qu'ils sont 20, ils sont 30, et ben pour eux, tu vois, on parlait de combien d'échecs je peux absorber. Bah moi, vu que j'ai que mes prestats à payer et mes charges, bah je peux absorber des échecs. Eux, s'ils ont X salaire à sortir, bah ils peuvent moins absorber ces échecs. Donc je trouve qu'avoir une petite boîte comme la mienne, c'est bien parce que ça permet beaucoup plus de flexibilité. Après, je trouve que le marché, il se durcifie de plus en plus et qu'on a un système pyramidal dans le sens où les jeux du top se vendent plus, mais les jeux du bas se vendent moins, en fait. Tu vois, c'est vraiment que tu as un jeu moyen, il va faire du moyen, mais moins. Mais que, je vais prendre l'exemple de Flip 7. Flip 7, ça cartonne parce que c'est un jeu qui est génial et tout le monde l'achète et ça fait des chiffres extraordinaires. Là où des jeux qui sont beaucoup moins médiatisés ou qui juste marchent moins bien, bah, vont se vendre beaucoup moins, en fait. Si tu veux, c'est au fur et à mesure des 10 ans. Avant, on avait des implantations. On disait, bah là, ce jeu en implantation, il va faire, je sais pas, 3000, 4000, il va faire 2000. Maintenant, des fois, quand on en discute avec d'autres éditeurs, chez d'autres distributeurs, bah, ce 2000, il est même plus assuré. Nous, chez BlackRock, je pense que 2000 maintenant, et encore, on en discutait tout à l'heure avec Johan, et qui disait que c'était plus tant une vérité. Tu vois, ce 2000, pour moi, c'est quelque chose d'acquis. Quand on sort un jeu banquise, on sait qu'on va faire au moins 2000, 2005 en sortant le jeu pour l'implantation. Maintenant, c'est même plus quelque chose qui est acquis. Ah oui, d'accord. Ouais. Si on parle maintenant plus un peu production, entre les étapes de production, l'optimisation, comment ça se travaille ça? Parce que c'est aussi un gros boulot à bien prendre en compte sur comment bien gérer une production. Ouais, bah, c'est là où Nicolas Aubry il fait un taf qui est cool, c'est que moi je vais arriver avec un cahier de demande en disant bah, dans le jeu j'ai besoin de X tokens. Et il va me dire et je vais faire une planche de tokens, sur cette planche on va la mettre. Quelle est la taille de la boîte? Comment on peut optimiser la taille de la boîte? Quel est le grammage des cartes? Comment on peut optimiser ça? Combien on va en sortir? Parce que tu vois, tu parlais de combien je vais en produire. Mais combien je vais en produire, c'est aussi combien je vais payer. Plus je produis, moins le jeu à l'unité me revient cher. Mais du coup, plus je prends un grand risque. Bien sûr. Et ça, c'est aussi un truc qu'on travaille énormément. C'est quel est le coût de production? Et ce coût de production, il se calcule en centimes. Tu vois, c'est moi, je vais produire le jeu pour, je sais pas, X,XX. Et on est toujours à la recherche du centime en disant, si je fais ça, je gagne 10 centimes par boîte. Si je fais ça, je gagne 5 centimes par boîte. Et tout notre jeu, c'est comment on arrive à optimiser la prod tout en étant dans des prods, on va dire, responsables. On va pas aller chercher à gagner de l'argent en diminuant le matériau, en fait. On est plus dans des optimisations de réflexion on prend ça, comment expliquer? Plus de dire, de toute façon, toutes les usines avec qui on a travaillé, c'est que des usines qui ont l'habitude de faire du jeu de société et qui ont l'habitude des matériaux. On va pas changer les matériaux, en fait, tu vois. C'est plus de comment je peux faire pour remplacer ce punch en 3 mm par du 2,5. Si ce 2,5, après, je l'insère dans tel truc ou, par exemple, la production des cartes. On dit, les cartes, au lieu de les produire en papier, est-ce qu'on peut pas les produire en carton? Et qu'est-ce que ça fait dans le terme de ressenti? Est-ce que les gens, ils verront la différence? Est-ce qu'ils verront pas la différence? Là, on est en 350 grammes. Là, je suis en 250 grammes. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, tout le temps. Ouais, c'est vraiment un peu du sur-mesure aussi, un peu. Finalement, est-ce que chaque nouvelle création, tout ça se repose ou est-ce que finalement, il y a la volonté aussi de uniformiser un peu ces boîtes, qui est aussi comme effectivement des gammes ou des façons de reconnaître banquise aussi Ouais, alors on essaye d'unifier au plus qu'on peut, mais après, tu as des exemples qui viennent contredire. Le Temple Code qu'on a fait, c'est une taille de boîte qu'on n'avait pas avant. La Cocoon, on a fait un super travail éditorial. Et du coup, la boîte, elle est plus grande que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais que tu regardes Inkit, Color World et normalement, il y en avait un autre qui était dans la même gamme. Enfin bon, on essaye de créer des choses qui sont quand même relativement cohérentes en termes de taille de boîte. Mais des fois, on a des exceptions qui font qu'on doit repenser ça parce que ça rentre pas, en fait. Et du coup, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Là, on a des conditions, ces conditions ne rentrent pas, ok, on augmente la taille de la boîte, ok, on replance le truc et on voit comment on fait. Bien sûr, après c'est effectivement pas se limiter si on veut un gameplay de telle ou telle manière, aller au bout de l'idée plutôt que de se restreindre par une contrainte technique, quoi, j'imagine aussi. Oui, alors je t'avoue que de mémoire, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit je voudrais faire ça dans le jeu mais je peux pas le produire, tu vois. On part toujours du concept du jeu, de l'idée de l'auteur, de son jeu, de son gameplay dont on est convaincu que le jeu est cool. Et on va adapter la production pour ça. Je me souviens pas d'avoir eu un moment où je me suis dit, je peux pas le produire. Alors,
Peut-être, alors tu faudras en parler à Johan Level justement, parce qu'il avait un concept avec des lunettes spéciales 3D qui faisaient afficher des trucs où là, en effet, j'ai dit bah non, ça c'est pas possible. Mais tu vois, c'était vraiment un concept ultra poussé en termes plus de jeux de société que, on va dire de manière classique que nous Ouais. on connaît. Ça, j'ai pas eu encore. Ok. Peut-être qu'on peut parler aussi de l'année, Ouais. les sorties 2025. Là, il y a eu trois sorties cette année. Ouais, on fait une super année. Enfin, déjà, on a fait une belle année 2024 avec Inkit, Temple Code et Tengu. Et là, cette année, en 2025, donc, on a eu Cachamo en début d'année, qui est un jeu d'association d'idées. On a eu Cocoon, qui est un jeu pour enfants-famille. Et là, on a eu Color Words, un jeu de lettres qui est sorti pour l'alchimie. Et là, en fin d'année, pour la Journée mondiale des animaux, on va avoir Wolf and Cat Days, qui est un jeu à deux très tactique et stratégique, un peu à la Shoten Toten, dans lequel on va avoir deux boîtes différentes, une boîte avec des chiens, une boîte avec des chats, et qui sont deux façons de jouer différentes. Ok. Mais c'est un jeu vraiment, c'est un jeu à deux, très tactique sur laquelle tu vas avoir une semaine, c'est-à-dire tu as des jours du lundi au dimanche, et ton but c'est de poser un chien sur chaque jour de la semaine, ou alors si tu la boîte chat, un chat sur chaque jour de la semaine, et chaque chien ou chat va avoir des contraintes de pose, que ce soit chez toi ou chez ton adversaire. Donc c'est un jeu qui est hyper malin, hyper tendu. Et des pouvoirs, du coup, qui Ouais, permettent qui d'éliminer. permettent d'embêter l'autre, où tu vas Mmh, recouvrir c'est ses taquin. chats. Ouais, exactement, c'est très taquin. Et ça sort, tu dis la journée de quoi? La journée mondiale des animaux, ça sort le D'accord. 4. Alors, la journée mondiale des animaux, c'est le 3 octobre, si je dis pas de bêtises, et nous, on sort le 4. Ok. Alors ça, c'est un truc marketing aussi? Bah, du coup, évidemment, tu vois. On en parlait tout à l'heure et on s'est dit, bah, attends, quand est-ce qu'on va sortir? On va sortir plutôt sur la fin d'année. Bah, regarde, il y a ça, c'est parfait, on fait ça. Bah, carrément, on fait ça. En plus, c'est deux petites boîtes à 10 euros et chacune est indépendante. Donc, c'est vraiment un produit très facile à placer. Ok. 4 jeux cette année, du coup. Donc, ouais. Bah, même plus, parce que Wolf and Cat, c'est deux jeux. Donc, si Oui. tu les comptes comme un, ça en fait un, mais sinon, ça fait 5 et c'est beaucoup trop par rapport à la taille de ma structure. Moi, je devrais sortir 2 jeux, ça serait déjà bien. Enfin, par rapport à la taille de ma structure, 5 jeux, c'est beaucoup trop. Oui, ça doit faire vraiment des grosses journées et puis bien travailler chaque projet, Ouais. qui n'ont pas du tout les mêmes dates de lancement. Oui, Et bah, ça, tu vois, on se parlait de qu'est-ce que tu fais dans ta journée. Faut Bah être- voilà, j'ajuste les faut être plannings. bien organisé. C'est ça, tout à fait. Et alors, sur 2026, alors, qu'est-ce qui se profile et qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, alors 2026, là, on a signé la localisation de Crackle Oracle qui a été nommé au Spiel, qui est un jeu de dessin dans lequel on va devoir reconnaître des formes parmi des lignes déjà prédessinées. En fait, tu dessines par-dessus des lignes, on va te donner un mot. Imaginons que le mot ce soit girafe, et bah, tu vas avoir des lignes prédessinées sur ta petite feuille et il va falloir faire une girafe en suivant exactement les lignes. Mhm. Une fois que tu as fait ça, chaque joueur a un mot et on va ressortir autant de mots que de dessins qui ont été joués. Et le but, c'est à chaque tour d'éliminer une des propositions et de se retrouver avec exactement les bonnes propositions des différents dessins. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui va très bien dans la gamme Banquise parce qu'on avait Inkit avant, on a eu Grand Méchant Monstre aussi qui était un jeu de dessin sur les monstres. Enfin, ça, c'est un jeu que j'ai vraiment Il y a une beaucoup, logique, effectivement. tout à fait, par rapport à la gamme qui va bien et surtout qui a été nommée au Spiel. Donc c'est hyper cool pour nous de récupérer C'est ce... une première fois qu'il y a une localisation, enfin que tu travailles une localisation? Non, on en travaille. En fait, on essaye, tu vois, on en sort 3 par an, 3, 4. Souvent, dans les 3, il y en a une. Il y a une D'accord. localisation et 2 créations. Souvent, c'est un peu comme ça qu'on marche. On essaye de panacher. Et dans ces cas-là, c'est toi qui mènes ce travail-là de relationnel auprès des éditeurs originels, ou est-ce que c'est via BlackRock aussi? Les deux. Les deux? Ouais, bah, je vais à Essen, je rencontre des gens. BlackRock va aussi à Essen et rencontre des gens. Là, j'étais à la Gen Con. Enfin, voilà, on bouge tous. Eux, et des fois, ils nous ramènent des projets. On dit, bah, ça, on pense que ça peut être intéressant. J'étais allé aussi au Tokyo Game Market pour aller oui. chercher les jeux japonais. Ça, c'est hyper cool d'aller là-bas et voir toute la proposition de jeu. C'est complètement... Oui, il paraît que c'est exotique. complètement, effectivement, très différent des salons qu'on connaît chez nous, C'est ça. apparemment. Alors, pour le coup, c'est très dépaysant, mais c'est très, très intéressant. Mhm. Mais oui, l'idée, c'est toujours d'avoir une loca, 2 ou 3 créations. Ok. Donc ça, ce sera pour quand ce jeu dont tu Ça sera parles? normalement pour Cannes 2026. Ça se rappellera très cool en français, comme un trait que tu dessines D'accord. et le cool pour faire très Petit cool, jeu de le mots. petit jeu de mots. Ok. En plus de ça, on va avoir ce que j'appelle le jeu du pont. Pour l'instant, il n'a pas de nom. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure Ouais. en termes de production. Donc, c'est des aventuriers sur un pont et c'est un jeu de survie. On va jouer des cartes où les joueurs vont se déplacer sur un pont de manière positive ou négative avec des valeurs et ils vont essayer de survivre aux planches qui vont tomber. Évidemment que tu peux pousser les autres pour qu'ils tombent dans le trou. Tu vas jouer des cartes qui te permettent d'accentuer aussi le fait que le pont se détruit de plus en plus. Donc c'est vraiment un jeu en 3D où on a un vrai pont, et ça c'est génial. Et aussi un gameplay hyper tendu et hyper familial. Donc Cool. on y croit beaucoup à celui-là. Un autre jeu auquel, enfin de toute façon on croit tous. Bah, j'imagine. C'est aussi le truc d'être un petit éditeur, c'est que jamais tu lances un petit truc en disant bah celui-là ouais on verra bien. Non, si tu investis c'est que tu y crois. On a un jeu pour l'instant qui s'appelle Correspondance, qui est un jeu
d'association d'idées dans lequel on a tous un mot devant soi qu'on ne voit pas. Comme un peu le jeu du post-it. On a un jeu devant soi qu'on ne voit pas et les autres vont nous donner des indices. C'est-à-dire qu'à ton tour, tu vas piocher des cartes avec des numéros qui disent à quel joueur tu dois faire deviner le mot. D'accord. Et si, par exemple, un joueur avait je dis pas, girafe, pareil, je mettrais coup. Sauf qu'il n'y a pas le numéro sur le mot coup. Et tout le monde voit toutes les cartes de tous les joueurs, sauf toi, tu vois pas la tienne. Et donc, il faut que tu regardes toutes les cartes de tous les joueurs en disant, bah alors ça c'est coup. Est-ce que ça peut valoir avec un mot? Non, bah du coup, c'est pour moi. Qu'est-ce qui correspond à un coup? Ok, le coup d'une girafe. Et le but, c'est de manière coopérative de chacun trouve son mot. C'est hyper cool comme jeu et c'est assez rafraîchissant dans une gamme un peu à la Codename, on va dire, tu vois, ce type de jeu là, ou à la post-it. Association d'idées. Ouais, et vraiment, ça marche super bien. Donc ça, on va essayer aussi de le mettre au planning. On a aussi Nine Stories, qui est un jeu de déduction narrative. Le principe, c'est que tu vas avoir un carré de 3 par 3 qui représente une ville. Et dans cette ville, il s'est passé 9 histoires. Dans ce 3 par 3, tu as un début, un milieu et une fin pour chaque case du 3 par 3. Et il va falloir que tu retrouves les histoires dans l'ordre. Ok. C'est une gamme. Donc pour l'instant, on a 2 boîtes. D'accord. Dans la boîte 1, c'est une ville dans laquelle il y a eu un braquage. Où commence le braquage? Tu vas faire regarder et tu vas dire, bah déjà, tu vas avoir des petits indices qui vont te donner potentiellement où est le braquage ou des informations sur l'histoire. Et il faut que tu retraces l'intégralité de l'histoire sur ces 9 histoires. Et il y a un petit twist à la fin qui fait que quelque chose se passe de manière un peu différente. Ce sera qui l'auteur? C'est qui l'auteur? C'est Jérémy Ducret et Quentin Guidotti. Ok. Et c'est Pauline Détraz aux illustrations pour la première boîte. Ok. Et ça, normalement, ça devrait sortir fin d'année si on y arrive. Donc tu vois, c'est un planning qui est quand même bien chargé Ouais, pour encore 2026. quatre, Ouais. Alors après, jours au programme. peut-être qu'il y en a qui glisseront en fonction de comment on arrive à travailler ou comment on n'arrive pas à travailler. Ça, c'est aussi un des problèmes. Donc là, par exemple, quand tu sources des jeux, enfin, je ne sais pas si tu es en phase de recherche, mais c'est peut-être un peu tout le temps au final. Ouais. Toujours, ouais, carrément. Aujourd'hui, tu trouves un jeu. Ouais. En gros, tu 2027, prévois pour quand? ouais. 2027. Ouais, Ok. 2027-2028. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, tu es tout le temps en recherche. Le but, c'est on a besoin d'alimenter nos rotations, sauf quand vraiment tu en as trop par rapport à ton planning de sortie. Imaginons que j'ai un jeu qui cartonne. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai besoin de beaucoup de sorties aussi, parce que mes jeux marchent bien et je suis content, mais j'ai pas un jeu qui a explosé, tu vois. Mais peut-être qu'un jour, si j'ai un jeu qui explose, bah, je vais dire, bah, au lieu de 3, je passe à 2. Et du coup, bah, mon planning, il est moins chargé. Et comme disait Mathieu Despnous, bah, du coup, je peux mieux les travailler et mieux les pousser. Oui, et puis quand le catalogue set-off aussi, j'imagine qu'il faut consacrer toujours quand même du temps pour continuer à faire vivre ce qui est sorti aussi. C'est ça. On essaie quand même d'installer les jeux le plus possible. Tu vois, on disait Yokai, ça s'est installé, c'est cool. Mais là, tu vois, on a Inkit qui, mine de rien, bah, aussi s'installe. On disait qu'on avait Temple Code, tous les jeux de l'année 2025 qui ont pour l'instant des très bons résultats. Le but, c'est est-ce qu'ils vont durer ou est-ce qu'ils vont pas durer, quoi. Ouais, c'est ça, parce que même sur les opérations de com, tu as tout ce qui est lancement, mais tu as aussi continué à le faire fond de vivre le roulement, reste. bien sûr. Puis les festivals dans lesquels tu vas proposer les jeux, tout à fait. Alors, c'est peut-être une question difficile, mais quel jeu que tu as édité dont tu es le plus fier? C'est une question qui est très, très difficile. C'est une question qui est très, très difficile parce qu'on a tellement d'énergie dans tellement de projets que je vais avoir du mal à te dire ce projet. Enfin, être fier, ça veut dire plein de choses, mais je vais rester dans l'actualité. Moi, je suis assez fier du travail qu'on a fait sur Cocoon parce que le travail éditorial, je trouve qu'il est vraiment bien avec les boîtes en 3D, avec le fait de poser. Enfin voilà, on a un triple punch. Enfin, voilà, on s'est posé pas mal de questions sur comment on faisait cette production. Donc cette production, pour moi, elle a été difficile. Donc c'est pour ça que j'en suis assez fier. Mais je suis aussi très fier d'Archimboldo. Archimboldo, on a fait un travail super avec des éléments magnétiques qu'on pose et on peut faire des super créations et c'est vraiment un jeu dans lequel je suis très fier. Donc voilà, je vais te citer ces deux-là, même si ça me fait un peu mal au cœur de devoir faire ces choix et que si on en reparle dans 10 minutes, je t'en cite 2 autres parce que je dis, attends, j'ai oublié celui-là, c'était tellement bien. Oui, c'est souvent, j'aime bien les questions pièges. Bah écoute, j'imagine que tu aimes ton métier aujourd'hui. Pour le coup, c'est une bonne question et je ne pourrais pas répondre par la positive. Alors, comment dire ? J'aime mon métier, je trouve que ce que je fais c'est cool, mais il y a ce truc c'est un travail passion et la passion elle commence à s'étioler, tu vois, que j'adore jouer à des jeux vidéo, mais que des jeux vidéo. Oui, j'adore jouer à des jeux vidéo. Depuis le temps, justement. Ouais, lapsus révélateur, mais tellement. Ah ouais. Non, j'adore jouer aux jeux de société, mais j'ai perdu cette passion de venez, on va faire ça va être trop bien. Bah ouais, mais ça va être du taf, tu vois. J'ai ce truc en fait, mais c'est le travail passion. C'est vraiment ça. C'est au bout d'un moment, ta passion elle s'étiole et ça devient ton travail. Oui. Et je suis plus là-dedans. Après, je suis très content de ce que je fais. Je suis très content du milieu dans lequel j'évolue. Tu vois, mais je me pose quand même des questions sur comment retrouver cette flamme. Tu vois, ce truc de dire, mais parce que je suis aussi pris dans des enjeux économiques. Bien sûr. J'ai une boîte, j'ai une famille, il faut que je sorte de l'argent et je suis tout le temps dans ce truc de
Est-ce que ça va marcher suffisamment? Est-ce qu'on est assez bien en termes de chiffres, même si sur les 2 dernières années, ça se passe plutôt bien et c'est plutôt cool, tu vois? Mais Il y a toujours cette petite insécurité. Quoi. Exactement. Bah, c'est le fait d'être entrepreneur et de ne pas être... voilà, ça fait partie du truc. Donc, j'adore mon métier, mais il y a aussi plein de choses qui font que c'était un peu moins cool qu'au début où tout était extraordinaire, feu flamme, tu vois. Disons qu'il y avait peut-être la naïveté en plus au début. Exactement. Bah oui. Bah, ce qui est un peu... Et tant mieux, tu vois, quelque part. C'est bien aussi de pouvoir se lancer dans des trucs un peu abracadabrants et tant mieux si ça réussit. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Est-ce que tu serais du compétitif, du coopératif, du semi-coop, du solo Je serais du coopératif. Alors, hyper ambivalent parce que bah, je suis très sportif, donc quand même assez compétiteur et je suis quelqu'un qui est très exigeant envers lui-même. Donc, tu vois, je serais plus en mode compète, mais d'un autre côté, je déteste la compète dans les jeux de société. C'est pour ça que je dirais plus coopératif. Ok. Voilà. Si tu étais une mécanique de jeu, qu'est-ce que tu serais? Le deck building. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment ma méca sûr. préférée. Oui, clairement. J'adore les TCG et j'adore les deck building et le fait de faire des combos de cartes et d'aller chercher le combo ultime et d'épurer son deck. Non, rien d'en parler, je suis tout content. Donc c'est bon. On sent là, ça frétille. Exactement. Ok. Si tu étais un illustrateur ou une illustratrice? Oh là là, mon Dieu, non, ça c'est trop difficile. Je vais dire Pauline Détraz parce que je bosse beaucoup avec elle et que Pauline, elle fait toujours un travail extraordinaire et qu'elle est très versatile dans ses styles. Donc voilà, mais c'est plus par copinage. Bah, ça marche. Hein. Et si tu étais une thématique de jeu? La science-fiction. Ok. Ouais, moi, je suis fan de Star Wars, tu vois, ce genre de truc, c'est toujours cool. Et justement, c'est une chose qu'on ne se permet pas trop parce qu'on sait qu'en termes de vente, c'est jamais des très bonnes ventes. Et du coup, on ne se l'autorise pas trop parce que la science-fiction... ça reste un domaine difficile de vente. Ça fait peur. Ah oui, c'est marrant. Ça fait peur. Ça fait tout de suite quoi, expert ou... Ouais, ça fait tout de suite froid en fait. Tu vois, c'est froid. Parce que j'allais dire, il n'y a pas de jeu science-fiction dans ton catalogue. Non, il n'y en a pas parce que justement, je sais que ça marche pas très bien. Ah, okay. Et du coup, tu vois, tu as ce rationnel. En fait, qu'est-ce que tu aimes en tant que joueur? Qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'éditeur? Et c'est aussi ça où il faut faire un bon travail éditorial et faire la différence entre toi, ce que tu aimes et ce qui va se vendre. Et ce qui a un potentiel de vente en fait. Et moi j'adore la science-fiction, que ce soit dans les livres, j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction, ou dans les films, ou dans les jeux vidéo, quoi que ce soit. Et c'est un domaine que du coup j'ai très peu travaillé. Ok. Donc je vais te poser la question que j'avais posée à Mathieu Bonin il y a quelques temps. Si tu avais quelqu'un à me proposer dans le milieu ludique pour une prochaine interview sur podcast, tu me proposerais qui? Ok. Il y a tellement de gens qui sont intéressants dans ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont apporté. Je me permets une petite réflexion, donc ça ne va pas être très audible pour les auditeurs, mais je fais une petite carte mentale de qui est la personne la plus intéressante avec qui je discute et où à chaque fois je me dis, est-ce que tu as déjà eu Camille aussi? Oui. Ok, voilà, tu vois, est-ce que tu as déjà eu Pauline Détraz? Non. Voilà. Ah, ok. Et je note, ça marche. Et écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Et puis on termine le podcast comme on termine aussi les vidéos. Alors, au jeu édité par Banquise Édition. Tu joues quoi? J'espère que cette interview de Bertrand Harpinot vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et votre soutien régulier sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Dans le prochain épisode, je mettrai le focus sur un jeu en particulier, Viva Katrina, édité par The Flying Games. Et qui de mieux pour en parler? Fred Boulle et Grégory Grard, les deux auteurs. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.